Les Exceptionnels, c'est le podcast qui met en lumière des parcours de femmes qui pourraient être le vôtre. Des femmes qui ont osé se lancer dans des métiers qu'on ne disait pas pour elles. Le podcast Les Exceptionnels a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie. Être entrepreneur féminin, c'est pas féminin à l'important, c'est vraiment être entrepreneur qui est important. Surtout prendre conscience que son plus gros frein, c'est soi. Le propre de l'entrepreneur, c'est d'être capable de rester vraiment focus sur son cap. Ce serait de dépasser ses croyances limitantes. Il y a 15 jours, vous découvriez le parcours de Laurie Giugiola avant Alger. Dans ce nouvel épisode des Exceptionnels, Laurie nous raconte l'aventure Alger de ses débuts à aujourd'hui, avec des choix, des engagements et une mission. Laurie nous dévoile également le prochain challenge qu'elle s'est fixé, reprendre ses études en parallèle de sa fonction de dirigeante et de sa vie de maman. Je me suis retrouvée là avec justement des hommes qui ont des diplômes de ouf, quoi, que ce soit le diplôme d'expert comptable et commissaire aux comptes de Cyril, Antoine et Thomas, mathématiciens, physiciens, issus de Normal, issus de Centrale, enfin des bêtes, quoi. Hein. Moi j'étais là un peu toute nue face à tout ça et ils m'ont dit mais non, mais en fait tu as de vraies compétences et tu es le CEO, c'est toi. Et ils me l'ont prouvé, tous les jours ils me le prouvent et qu'ils me font confiance et que ils reconnaissent mes compétences et ça c'est topissime, ça c'est un moment extraordinaire dans une vie. Et est-ce que toi, à ce moment-là, donc tu es pleinement soutenue par les associés, en termes de responsabilité, qu'est-ce que ça implique pour toi et qu'est-ce que tu as fait pour te dire je vais être au niveau et je vais être digne de cette confiance qu'il m'accorde et oui, je suis CEO de cette entreprise Alger spécialisée dans la data science, alors que j'ai un bac ES, que j'étais absolument pas bonne en mathématiques, en tout cas reconnue comme telle. Comment on fait pour finalement, quand on a cette crise de confiance qui est très personnelle, qui n'est pas forcément partagée par les autres, parce que les autres accordent la confiance, comment on fait pour dépasser ça ? Alors oui, donc c'est un chemin qui est parsemé d'embûches mais ça apprend une chose, c'est savoir qui on est et dans quoi on excelle et dans quoi on n'excelle pas. Dans ce qu'on excelle, il faut travailler encore et toujours. Aujourd'hui, je lis 2-3 bouquins par semaine, très spécialisés, que ce soit sur la biologie, sur en ce moment les épidémies, hein, puisque c'est voilà, et sur l'intelligence artificielle, sur les sciences cognitives, sur les neurosciences. D'être aussi à côté de scientifiques, ça aide beaucoup, puisque on parle de concepts qui soulèvent des interrogations, donc on va se former. D'ailleurs, j'ambitionne de pouvoir reprendre mes études en parallèle l'année prochaine. Donc ça, c'est un challenge qui a un sacré goût de risque, mais je vais le faire parce que je suis soutenue d'ailleurs par le pôle des associés. Et ils ont tous à cœur que je fasse la boucle vertueuse de celle que j'ai pas pu faire il y a 15 ans. Oui, ça fait 15 ans, c'est ça. Ça passe vite le temps, on dirait pas comme ça. Et puis on a une recherche de ce qu'on sait pas faire. Et soit on a deux possibilités, soit on s'entête à vouloir faire quelque chose qu'on sait pas faire et qu'on n'aime pas faire, soit on va chercher chez les autres ces compétences-là, que eux savent beaucoup mieux faire, ils ont beaucoup plus de compétences, et ils viennent finalement compléter qui vous êtes. Et nous, à 4, on est un. C'est ça qui est fou. C'est que, mais un complet. C'est-à-dire qu'on a toutes
toute la globalité de ce qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise super guerrier, quoi. On est vraiment le super saiyan de la data science, quoi. On a vraiment tous les côtés et que ce soit technique, que ce soit à gestion administrative, commerciale, on est vraiment complet. Et c'est ça, c'est cette symbiose-là qui a vraiment de la valeur aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis de trouver ma place et de reprendre confiance. Voilà. On a un regard du coup très bienveillant des 3 autres cofondateurs. Est-ce que dans le reste de l'équipe ou par rapport aux clients, le fait que toi tu sois une fille dans cet univers qui est quand même pas l'univers le plus courant pour une femme, pour une carrière féminine, que ce soit la data avec tout ce que ça implique justement de maîtrise de langage informatique, mais aussi voilà ce côté très scientifique et ce poste, cette fonction de CEO. Est-ce que toi tu as perçu des choses par rapport au fait que tu sois une femme et qui n'étaient pas forcément est-ce que c'était qu'il y a eu justement une défiance ou des remarques ou autre par rapport à ça? Alors, certainement. Ma réponse est certainement, il y a dû avoir des choses, mais comme, hélas, je n'ai pu habiter que mon corps et que je ne sais pas, en fait, si j'avais été un homme, si les cartes auraient été différentes, distribuées différemment. Mais oui, après, je dis pas que c'est par rapport au genre. Je dis que la défiance, elle n'a pas de genre, elle aussi, et que on vous met en doute parce qu'on croit pas en vous, parce qu'on vous connaît pas, parce que des fois on plaît pas, et puis c'est comme ça. Mais non, je veux pas. Il y a certaines choses qui m'ont fait un peu me lever lever le poing et d'aller un petit peu. Mais à vrai dire, au contraire, c'est là où affronter les autres, c'est s'affronter un peu aussi soi-même et affronter certaines idées qu'on pense justes. Et comme la vérité universelle n'existe pas, eh bien, ça permet de se remettre un petit peu en question et se dire, bon, ben oui, peut-être que cette personne, elle pense. Alors, ces personnes pensent que je n'ai pas la capacité de gérer mon pôle d'associés, puisque c'était la remarque qu'on m'a faite. Et je trouvais le jugement très dur, d'une part, et je me suis posé aussi la question, est-ce que on m'aurait fait cette remarque si j'avais été un homme? Peut-être pas. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai prouvé à ces personnes-là que je pense, j'en avais la capacité, et c'est pas parce que je préfère le dialogue et que je trouve que les conflits bêtes n'ont pas d'intérêt, et que les conflits justes ont de l'intérêt. Donc, oui, je me suis défendue. Je pense qu'il faut se défendre, il faut pas se laisser, même si c'est très énervant, j'avoue, il faut pas se laisser marcher sur les pieds et dire ce qu'on a à dire, une bonne fois pour toutes. Et puis, ça passe ou ça casse, et là, c'est passé. Peut-être que dans d'autres fois, ça cassera, mais voilà, en tout cas, non, je pense que je fais mon travail de CEO, et c'est vrai que j'ai des grosses personnalités dans les cofondateurs, et je fais partie de ces grosses personnalités, voilà. C'est l'ADN d'Alger, peut-être. Oui, c'est l'ADN, ouais, c'est tout à fait. On a tous mais des personnalités très fortes, des engagements très forts, mais on arrive à travailler ensemble. Et ça, voilà, je crois que ça n'a pas de prix. Donc Laurie, on parle bac ES, travail dans la banque, et puis aujourd'hui data science. Quand on est CEO d'une société de data science et qu'on n'a pas appris l'informatique, les langages informatiques, comment c'est possible? Avec du travail. C'est possible avec du travail. Et avec une bonne dose de remise en question. Il y a ici, sur Internet, une source inépuisable d'informations pour commencer à coder. Après, il y a des langages qui sont plus difficiles, il y en a d'autres qui sont plus simples. Il y en a qui sont vraiment à portée et qui sont vraiment didactiques. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à coder en Python, à faire des jeux, j'ai commencé comme ce qu'on apprend je crois en 4e. On fait des démineurs, on fait des jeux, c'est hyper ludique, vraiment, les gens qui ont fait ces bouquins et ils ont vraiment réfléchi au niveau pédagogique, c'est vraiment fun.
Et je me suis aperçue que je codais en Python comme je parlais, en fait, et que c'était une genre de langue étrangère que tout le monde pouvait parler, puisque elle n'appartient à personne, hein, elle est pas rattachée à un pays, mais tout le monde peut parler le Python et tout le monde peut se comprendre en Python. Plus ou moins bien, vous direz Thomas et Antoine, parce que on code plus ou moins joliment, plus ou moins factorisé. Mais en tout cas, c'est un langage qui mérite d'être connu et qui mérite d'être appris, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est pas parce qu'ils sont, on dit, digital native, qu'ils ont la capacité de savoir de parler à l'oreille de leur processeur. Et en fait, le langage informatique, ça sert à ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Il faut commencer à faire des trucs ludiques, des petits jeux de pendus, c'est vraiment formidable. Vraiment. À commencer à faire des rosaces, hein. Moi, j'ai commencé à faire des rosaces en plotant voilà, en faisant des rosaces, en faisant des flocons de neige, voilà. Comment on commence à coder en s'amusant. Donc, ça veut dire que tu as appris à coder et qu'aujourd'hui, tu codes. Je code quand j'ai l'opportunité de le faire, parce que c'est pas vraiment mon métier à moi, mais au moins j'ai la capacité de comprendre ce qu'ils font. Pas dans tout, parce que l'algorithmique, c'est quand même très complexe, et j'ai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir les concurrencer, hein. Je crois pas. Et il faut pas l'avoir. Mais en tout cas, oui, je comprends ce qu'ils font, et je comprends les limites et les contraintes qu'ils ont à franchir, parce que je sais ce qu'ils font. Voilà, parce que j'ai appris le code. Donc, cette connaissance technique, elle est absolument indispensable pour être CEO d'une boîte comme Alger. Alors, je sais pas si elle est indispensable, mais pour moi, elle était indispensable. Je pouvais pas vendre à quelqu'un quelque chose dans laquelle je comprends rien. Enfin, c'est pas possible. C'est plus pour le client, pour le respect que j'ai pour le client, finalement, que pour l'équipe technique. Même si l'équipe technique m'encourage, bien évidemment, à me former. Et d'ailleurs, Antoine et Thomas forcent pour que j'apprenne le langage C, hein, le langage le plus machine. Eh bien, pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps, et puis j'ai pas trop envie. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Mais je me suis tournée tout de suite à faire du PHP, du CSS, le HTML, qui n'est pas vraiment un langage, mais voilà, c'est plus marrant, voilà, d'apprendre comme ça, c'est plus sympa. De l'affichage graphique, c'est super, on peut faire des trucs mortels, c'est trop bien. On va revenir un petit peu aussi sur la famille. Donc, cette famille qui se disait que monter une boîte à 24 ans, c'était un peu dangereux. Comment l'entourage familial réagit-il au moment de l'annonce de la fermeture donc de la première entreprise et de l'investissement dans une deuxième société dédiée à la data science? Bien, écoutez, comment ils ont réagi? Alors ça, je vois que la personne qui m'accompagne depuis le tout début, c'est ma maman. Ma maman, bien évidemment, qui a eu très peur, parce que là, il y avait un saut qui était beaucoup plus grand dans le vide, hein, puisque c'était quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Le droit et le financement a une partie de droit dedans, hein, donc c'était des rapports connexes. Là, on sautait quand même dans l'inconnu. Oui, ils ont eu peur, mais ils commencent à être habitués, je crois. Mais j'ai pas eu d'encouragement particulier, j'ai pas eu de découragement particulier, mais ils étaient tous un peu sceptiques, donc j'ai pas pu vraiment m'appuyer sur eux pour ça. Et c'est là où Thomas a joué tout son rôle, c'est qu'il m'a servi aussi d'appui dans ce contexte-là. Donc, il y a cette aventure professionnelle qui démarre avec beaucoup de challenges. Enfin, voilà, un challenge complet de lancer une boîte, de découvrir un nouvel univers, d'avoir la fonction de CEO. Et quelques années plus tard, du coup, une petite fille qui arrive. Alors, même la première année où j'ai fermé, et j'étais enceinte de ma fille. Donc ça a mis vraiment
mon entourage un peu en panique, hein, parce que c'est vrai que quand voilà, il y avait rien de sûr, j'allais devenir mère pour la première fois. Euh, C'était pas l'environnement qui est normalement conseillé pour atteindre un enfant, oui, en effet. Oui. Et comment ça se gère aujourd'hui, puisque entreprendre, ça quand même demande énormément de temps, énormément d'énergie, de même qu'un enfant. Et comment on arrive justement à gérer ça? Parce que parfois, on peut aussi se dire, bah non, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon contexte, j'ai trop de responsabilités familiales, donc non, je n'y vais pas. Toi, Laurie, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Enfin, et comment on gère ça, en fait, ces deux responsabilités de front? Alors, comment on les gère? Disons que... Alors, là, il y a un jeu de mots, comment on les gère et légère du léger. Hein. Donc non, c'est plutôt lourd, je vais pas le cacher. Mais je me suis dit, je vais être honnête avec ma fille, je vais pas lui cacher que je suis hyper active et que j'ai toujours envie de chercher, d'apprendre, de connaître. Je vais pas jouer un rôle, je vais être qui je veux être et qui je suis. Et je crois que c'est l'exemple que j'aimerais qu'elle suive. Donc du coup, j'ai tout endossé, j'ai tout pris à bras le corps. La naissance de Joséphine a été le plus beau jour de ma vie et elle remplit encore ma vie d'énormément d'amour et j'ai une chance inouïe et je la boude pas. Mais aussi j'ai une chance inouïe d'être une femme qui aujourd'hui trouve le chemin qu'elle n'a pas pu emprunter il y a des années auparavant, qui a la chance d'avoir une opportunité folle, de pouvoir vraiment concilier les deux grands axes de sa vie. Donc je vais pas bouder mon plaisir aussi de ce côté-là. Je vais y aller des deux côtés. C'est ce que j'ai choisi et que je regrette absolument pas. Même si je vous avoue que Joséphine ne dort toujours pas la nuit et que oui, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, je crois que il y aura un moment où dans ma vie certainement il y aura plus de calme et j'en profiterai pour me reposer. Mais aujourd'hui c'est pas d'actualité et j'y trouve quand même du plaisir et je vis les choses intensément, hein, parce que forcément quand on n'a pas trop l'opportunité de se reposer, c'est très intensif, voilà. Les prochains challenges qui vont venir dans cette vie professionnelle, est-ce qu'ils se dessinent déjà ou est-ce que là on est plutôt en phase de consolidation de ce qui a été mis en place? Alors non, on est plutôt dans l'accélération qu'on peut imaginer quand on parle de start-up, c'est-à-dire qu'on a prouvé la viabilité de notre concept et aujourd'hui on est en train de vouloir le commercialiser. Tout ça, parallèlement, on a chez Altegr une volonté forte de développer un algorithme qui est absolument unique, qui est bio-inspiré. Donc vous voyez qu'ici, j'ai toutes mes chances de pouvoir participer aussi à l'élaboration et on va dire à la finition du projet, qui est bio-inspiré, c'est-à-dire qui a la capacité d'apprendre et de retenir les apprentissages qu'on lui donne. C'est-à-dire apprendre à reconnaître des signaux faibles, par exemple, et de pouvoir transférer sur un autre jeu de données et de faire le même travail. Et ça, c'est un tour de force. Parce qu'on dit qu'on est spécialiste du small data, donc c'est-à-dire de la petite volumétrie de données, mais ça ne veut pas dire que c'est un petit travail. C'est beaucoup plus difficile que si on a des millions de données. Et du coup, on est en train de réaliser ce tour de force et forcément, tout va beaucoup plus vite et on est obligé de gérer beaucoup plus de choses. D'ailleurs, on a l'immense chance d'avoir Elisabetta et Sabine qui nous ont rejoints sur le projet. Donc Sabine et Elisabetta sont toutes les deux docteures en physique des plasmas. Donc je suis ravie qu'il y ait aussi un équilibre là, chez nous, dans nos murs. On évoquait aussi, me semble, la possibilité, donc tout à l'heure, de reprendre un cursus. Alors, Mais je suis allée sur Parcoursup, comme tous les bacheliers, et je suis allée faire ma demande auprès de l'AMU, Aix-Marseille Université, pour prendre un cursus en sciences de la vie, puisque c'est ça qui m'intéresse, et que c'est là où j'ai envie
d'avoir le maximum de connaissances qui sont inaccessibles ou mal accessibles en tant que particulier non étudiant. Donc on a la chance d'avoir ici sur le territoire des enseignements à distance qui sont spécialisés pour les gens qui travaillent. Donc ouais, je vais essayer de concilier ça et pourquoi pas faire un deuxième enfant. Donc ça, j'ai du travail pour les prochaines années. Et donc, cette formation, elle serait orientée vers quoi? La science de la vie, hein, vraiment tout ce qui a trait au vivant. Et ma passion depuis toujours donc reste les virus et les bactéries hein, dans le système digestif. C'est là où on les ce sont nos hôtes. Voilà, donc oui, c'est ça qui est. C'est la cellule, le virus, la bactérie, tout ce qui a trait à la biologie, voilà, qui m'intéresse. Là, tu as évoqué un avantage d'être dans la région sud par rapport à la possibilité de faire ces enseignements à distance et de pouvoir concilier aussi de la formation continue avec une vie professionnelle. Est-ce qu'il y a eu pour toi un autre intérêt, une aide spécifique de la région au lancement de l'activité, une opportunité, un avantage d'être dans cette région sud? Ah ben oui, bien sûr. Je crois que d'être marseillaise, ça a du bon et déjà pour l'accent, hein, parce que chaque fois que j'appelle dans la région parisienne, on me dit ah vous êtes de Marseille. Oui, ben oui, je suis de Marseille et je porte mes couleurs. Hein. Il y a pas de même pas à discuter de ça. Donc je suis une femme dans la tech et marseillaise. C'est vrai que au début on pouvait prendre ça comme pas très bon, mais en fait c'est très très bon et la région sud est hyper innovante. J'ai reçu à Sofia Antipolis Cannes par les Women in Tech 06 une distinction de la start-upeuse de l'année. Donc je suis ravie hein, d'ailleurs de ce prix, d'être reconnue aussi de ce côté-là. Et la région sud, Marseille, on est incubé chez The Box par une grande société de la CMA CGM et ses partenaires. Donc oui, on a une potentialité qu'on n'aurait certainement pas si on était en région parisienne. Ouais. En tout cas, la région fait tout ce qu'il faut pour les startups qui sont sur le territoire. Et pour l'enseignement, et pour continuer à se former, et pour être bien dans sa vie. C'est bien d'être dans le sud. En plus, il fait soleil, du coup, c'est bien. C'est parfait, on est bien dans le sud. Oui. Donc là, Laurie, tout ce parcours, voilà, il est très inspirant. C'est aussi inspirant de voir que ça n'est pas forcément linéaire, qu'il y a des hauts, des bas, parfois des petits problèmes de confiance, qu'il y a des choses à gérer de front en même temps et que voilà, c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à des femmes qui ont envie mais qui n'osent pas se lancer dans l'entreprise, enfin dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, ce que je leur dirais, que je donnerais comme conseil, c'est que si on réfléchit trop, on échafaude des scénarios qui ne se passeront jamais. Il vaut mieux aller voir, essayer. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans un pays qui nous permet de le faire dans de bonnes conditions, de pas tout perdre, hein, s'il y avait un problème. Donc, je crois qu'il faut aller voir, essayer. La peur, souvent, je m'entends dire, ça ne sert à rien d'avoir peur. De toute façon, tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui, ça a très peu de chances statistiquement de se passer. Donc, il faut y aller, il faut aller voir. Et si vraiment ça ne correspond pas, on peut toujours faire marche arrière. Et en effet, il y a plein d'organes ici, étatiques, régionaux, qui sont capables d'aider et des réseaux d'entrepreneurs. D'ailleurs, on est très heureux d'être lauréat du réseau Entreprendre, qui nous aide aussi. Voilà, on a vraiment les premières Sud, on a vraiment tout The Box, pléthore de choses qui peuvent nous faire essayer, voir. Et si ça prend, il faut rester. Puis si ça prend pas, il faut faire marche arrière. Faut pas avoir peur de... De toute façon, avoir peur, ça ne sert à rien. Donc pour toi, pas de regrets par rapport à tous les choix qui ont été effectués sur ces dernières années? J'ai eu beaucoup de regrets plus jeunes. Aujourd'hui, je n'en ai aucun.
Et en plus, ce chemin-là, il m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma capacité à m'adapter, finalement, que j'ai peut-être surdéveloppée ou développée tout court. Et non, je suis bien contente d'être CEO d'AlteGR après tout ça et après avoir réussi, raté. C'est formidable. C'est un peu une histoire d'amour avec la science qui avait été un petit peu perturbée et finalement qui se vit quand même, qui revient. C'est ça, comme quoi j'ai bien fait de lancer ce boomerang aussi loin. Il est revenu. Très bien. Et est-ce que dans ton organisation au quotidien, parce que il y a quand on est entrepreneur, moi il y a plusieurs choses. Il y a ses convictions, son engagement, sa vision, le fait de se former, trouver les bons associés. Et puis il y a aussi cette petite logistique du quotidien, ou alors une rigueur, une discipline. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu as des façons de faire quelle est peut-être ta routine du succès, je sais pas, au quotidien, qu'est-ce qui fait que tu sors la tête de l'eau et tu arrives à avancer et tu gardes cette énergie? Alors j'ai une chose, en plus de la routine, que je vous donne sans problème, je sais pas si c'est la routine du succès, mais en tout cas c'est celle que j'essaye de tenir. Il y a une chose qui est formidable et que j'invite tout le monde à faire si c'est le cas. Je suis passionnée par mon terroir. Mon terroir, c'est vrai que je suis née à Marseille, mais j'ai grandi à Forcalquier, dans les Alpes d'Haute-Provence. Plus particulièrement à Fontienne, un tout petit village entre la montagne de Lure et Forcalquier. Et chaque fois que je retourne là-bas, ça me permet de prendre cet oxygène dont j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner mes muscles au quotidien et mon cerveau au quotidien. Et j'ai un projet là-bas de construire une maison bioclimatique pour que je puisse léguer à Joséphine quelque chose de durable qui puisse lui rester de moi, voilà, et de mon engagement aussi pour la planète, pour l'écologie, pour ma région, pour voilà, tout plein de choses. Mais après, plus concrètement, ce que je fais, c'est que je me lève et puis j'y vais et je vais poser ma fille à l'école, je vais la chercher de temps en temps. Sinon, comme un enfant, ça se fait à deux quand même. J'ai un mari qui est très investi dans notre projet parental, donc qui va chercher sa fille. Voilà, c'est une organisation du quotidien. Je crois que à la portée de tout ça, parce que je suis pas plus forte que les autres. Je crois même que j'ai pas mal de failles, donc non, je pense que si on le fait avec envie et que on a envie de transmettre quelque chose, on a un projet parental, de parentalité, et que on est très heureux de le faire à deux, ça se passe bien. C'est vrai que sans son aide, ce serait peut-être pas possible. Ça ne serait pas d'ailleurs. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Si par son partage d'expérience, Laurie vous a étonné, enthousiasmé, décomplexé, dites-le nous en nous laissant un commentaire et des étoiles sur vos applis de podcast. Et on se retrouve dans 15 jours pour un autre parcours et une autre voie de l'entrepreneuriat féminin. Ce podcast a été réalisé par l'incubateur Les Premières Sud, à l'initiative de la région Sud et en partenariat avec Engie.